J'avais envie de partager avec vous la lecture de ce bouquin de Barbara Stiegler qui s'appelle De la démocratie en pandémie, santé, recherche et éducation, voilà, qui va apparaître à l'envers à l'écran. Il a été publié en janvier 2021 chez Tracte Gallimard et je l'ai lu pas plus tôt que la semaine dernière. Voilà, et comme j'aime partager mes lectures en général avec mes amis, mes proches, en lisant à voix haute des passages que j'ai aimés, qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont fait douter ou qui me donnent envie de discuter, en fait, d'en discuter. Je me suis dit pourquoi pas faire une lecture publique, en fait. Voilà, une sorte de petit podcast sur YouTube, comme j'aime en écouter parfois. C'est vrai que, bon, on n'a pas toujours le temps de lire. En tout cas, on a la difficulté de prendre le temps de lire et parfois, c'est vrai que moi j'aime écouter des articles lus ou aborder des sujets plutôt par l'écoute, parfois en faisant mille autres choses en même temps. Mais bon, voilà, c'est une façon aussi de se nourrir l'esprit. Et je me suis dit que, voilà, pour ceux qui avaient envie de découvrir ce bouquin sans y plonger les yeux, pourquoi pas en faire une version audio. Voilà. Donc Barbara Stiegler, elle est professeure de philosophie politique à l'université Bordeaux-Montaigne. Moi, je l'avais découverte dans des vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux ces derniers mois. Peut-être vous l'avez déjà entendu. Je commencerai par une citation qui est sur la 4e de couverture de Barbara Stiegler, qui dit « Plongé dans ce continent mental de la pandémie, qui entrave la critique et qui tue le réveil des aspirations démocratiques, nos esprits sont comme occupés. » Elle précise, dès la première page, « Je n'ai pas écrit ce tract toute seule. Il est né d'une longue conversation entre collègues, chercheurs, enseignants, étudiants, soignants, citoyens, proches et amis, qui ont tenté d'élaborer ensemble depuis 9 mois la compréhension de ce qu'ils étaient en train de vivre. Il doit beaucoup aux participants du master Soins, éthique et santé, ainsi qu'à ceux du séminaire Démocratie, sciences et éducation. Il est le fruit collectif de tous ceux qui ont participé à sa conception, sa rédaction et sa relecture, en lui apportant les lumières de la santé publique, de la pratique hospitalière, de celle de la langue et des mots, du droit public, de la philosophie politique, de la philosophie des sciences et de l'histoire politique, des Grecs jusqu'à nous. Ceci n'est pas une pandémie. Et ce n'est pas un rassuriste qui le dit. C'est Richard Horton, le rédacteur en chef de l'une des plus prestigieuses revues internationales de médecine, COVID-19 is not a pandemic. Il s'agit plutôt d'une syndémie, d'une maladie causée par les inégalités sociales et par la crise écologique entendue au sens large. Car cette dernière ne dérègle pas seulement le climat. Elle provoque aussi une augmentation continue des maladies chroniques, hypertension, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires et respiratoires, cancer, rappelle Horton, fragilisant l'état de santé de la population face aux nouveaux risques sanitaires. Présenté ainsi, le Covid-19 apparaît comme l'énième épisode d'une longue série amplifiée par le démantèlement des systèmes de santé. La leçon qu'en tire The Lancet, Lancet, est sans appel. Si nous ne changeons pas de modèle économique, social et politique, si nous continuons à traiter le virus comme un événement biologique dont il faudrait se borner à bloquer la circulation, les accidents sanitaires ne vont pas cesser de se multiplier. La vie en pandémie.
Une étrange défaite? Nous savions tout cela, et pourtant, paresseusement, lâchement, nous avons laissé faire. Nous avons craint le heurt de la foule, les sarcasmes de nos amis, l'incompréhensif mépris de nos maîtres. Nous n'avons pas osé être sur la place publique la voix qui crie. D'abord dans le désert, mais du moins, quel que soit le succès final, peut toujours se rendre la justice d'avoir crié sa foi. Nous avons préféré nous confiner dans la craintive quiétude de nos ateliers. Citation de Marc Bloch, L'étrange défaite, témoignage écrit en 1940, Gallimard, 1990, page 204. La critique du Lancet ne cible pas seulement l'ultralibéralisme de Trump qui a fait le choix de laisser faire le virus. Elle invalide aussi la stratégie inverse de blocage qui a prévalu dans de nombreux pays, visant la population par une politique répressive inédite, tout en continuant à désarmer le système sanitaire et à abandonner les déserts médicaux, ruraux et urbains, dans lesquels se concentrent les populations qui affluent aujourd'hui aux urgences. Ce qui vaut pour l'aval de la crise sanitaire, aggravée par l'industrialisation des modes de vie, semble valoir aussi pour l'amont de l'épidémie, vraisemblablement déclenchée par une nouvelle zoonose, une maladie émergente d'origine animale, liée au franchissement des barrières d'espèces profondément fragilisées par les atteintes à l'environnement. L'industrialisation des élevages, couplée à l'accélération des échanges à l'échelle mondiale et à la dégradation de la santé des populations dans les pays industrialisés, produit ainsi toutes les conditions pour que le même type d'épidémie se reproduise régulièrement. Alors que les pouvoirs publics étaient alertés de la multiplication des maladies émergentes, analyser l'épidémie comme un simple aléa naturel témoigne d'une ignorance délibérée des causes environnementales. Beaucoup d'entre eux ont pourtant décidé de ne rien en dire, nous préparant à nous adapter sans protester à un monde nouveau, dans lequel nous serions régulièrement appelés à vivre masqués, confinés et survaccinés jusqu'à la fin des temps. Cette dissimulation de l'état de la science apparaîtra rétrospectivement comme le péché originel des gouvernants, qui ont fait le choix de la répression des citoyens plutôt que celui de l'éducation et de la prévention. Nombre d'experts ont joué ici un rôle trouble de caution. Au lieu de favoriser une libre circulation du savoir, ils ont contribué à l'édification d'un monde binaire opposant les populistes, accusés de nier le virus, et les progressistes, soucieux quoi qu'il en coûte de la vie et de la santé. Dans ce monde simpliste opposant deux camps, toute forme de nuance et de discussion critique sur les mesures prises se sont progressivement éteintes, et avec elles, la pluralité des voix du monde savant. L'analyse de Horton montre pourtant qu'entre le laisser-faire meurtrier et les tragédies radicales d'enfermement, toute une myriade de mesures d'une toute autre nature aurait pu s'imposer. Car l'autre révolution du Lancet, c'est que le modèle qui a servi de cadre mental aux scientifiques et qui a justifié le confinement de pays entiers n'était pas le bon. Nous avons considéré que la cause de cette crise était une maladie infectieuse. Toutes nos interventions se sont focalisées sur la réduction des lignes de transmission virale en vue de contrôler la propagation de l'agent pathogène. La science, qui a guidé les gouvernements, a été principalement conduite par des modélisateurs en épidémiologie et des spécialistes de maladies infectieuses qui, de manière tout à fait compréhensible, ont envisagé l'urgence sanitaire actuelle dans les termes séculaires de la peste. Or, si le Covid-19 n'est certes pas une grippe, il n'a en réalité rien de commun avec la peste, dont les modes de transmission ont servi de modèle au calcul des épidémiologistes qui ont affolé les gouvernants. À la différence de ce que suggère dans nos imaginaires le terme de pandémie, un mal qui frapperait tout le monde, partout et n'importe quand, c'est le pan du grec pandemia qui désigne le peuple tout entier, et en l'occurrence ici toute la population mondiale.
Ce virus ne peut avoir de conséquences graves dans l'immense majorité des cas que sur des organismes déjà affaiblis, soit par le grand âge, soit par des facteurs de comorbidité. Le caractère extraordinaire de cette épidémie est donc moins endogène au virus, comme entité biologique, qu'aux circonstances sociales et politiques qu'il révèle et que le confinement a d'ailleurs durablement aggravé, en augmentant les inégalités, en accélérant le délabrement du système de santé et en abandonnant à eux-mêmes une grande partie des patients, jusqu'à les laisser mourir seuls et sans soins. Restez chez vous, leur disait-on, pour ne pas contaminer les autres. Ce que le virus, au fond, met à nu, c'est la contradiction entre les effets délétères sur notre santé de ce qu'on a appelé à tort le développement économique et le sous-développement actuel de presque tous nos systèmes sanitaires, y compris ceux des pays les plus riches de la planète. Mais ce qu'il révèle aussi, c'est le modèle de développement aberrant dans lequel nos sociétés se sont enferrées, en privilégiant contre tout le reste un arsenal biotechnologique extrêmement coûteux. À l'hôpital, la pression à l'innovation s'est progressivement imposée au détriment des soins de base, pourtant indispensables à la santé, mais toujours plus méprisés par les gestionnaires. Dans un tel univers mental, une infirmière, un geste de la main, une conversation entre médecins, la discussion avec les patients, les lits, les stocks de masques ou les blouses, et même les recherches sur les zoonoses, toutes ces choses constituant du stock, au lieu de produire du flux, ont été accusées de nous faire perdre du temps dans la compétition mondiale. En édifiant ces géants biotechnologiques au pied d'argile, les plus grandes puissances mondiales se sont désarmées elles-mêmes face à l'irruption du virus. Le réquisitoire du Lancet dessine en creux un complet changement de programme. La seule issue face à cette crise et aux autres crises à venir serait d'investir massivement et en urgence, non seulement dans la recherche, mais aussi dans un système sanitaire et social qui puisse véritablement prendre en charge les patients, tout en développant un plan ambitieux pour une approche environnementale des questions de santé. Au lieu d'enfermer l'ensemble de la population jusqu'à la survenue du salut par l'industrie pharmaceutique, une telle politique aurait permis de soutenir plus que jamais toutes les activités vitales de l'ensemble de la population. Le travail, l'éducation, la recherche, la culture, la vie sociale et politique, en général, sans laquelle toute organisation sociale ne peut que s'autodétruire à plus ou moins long terme. Si nous ne vivons pas une pandémie, nous vivons bel et bien en revanche en pandémie. Puisque ce n'est pas le terme adéquat pour décrire le mode de manifestation du virus, nous proposons que ce mot, ou plutôt ce nom, désigne avec une majuscule un nouveau continent mental, parti de l'Asie pour recouvrir l'Europe, puis pour s'imposer finalement en Amérique. Un continent aux contours flous et évolutifs, mais qui risque de durer des années, et pourquoi pas des siècles et des siècles. Un continent dans lequel nos dirigeants nous disent que nous allons devoir changer toutes nos habitudes de vie, et où l'on nous annonce que nous devrons adopter une nouvelle culture qui viendrait d'Asie. Un continent, enfin, dans lequel la pandémie n'est plus un objet de discussion dans nos démocraties, mais où la démocratie est elle-même en pandémie, devenue un objet discutable. Les Français vont devoir accepter de vivre à distance les uns des autres et apprendre la discipline indispensable à la survie du groupe, prévenaient dès le mois de mars les chroniqueurs, prenant en exemple ce qu'ils appelaient le civisme des Asiatiques. Alors qu'en 2015, au lendemain des attentats de Paris qui avaient saturé les urgences, il n'était surtout pas question de renoncer à notre culture démocratique et de changer nos habitudes de vie, cette fois, les Français, ces réfractaires qui avaient tant protesté, manifesté et fait la grève, allaient devoir apprendre à marcher droit. Notre hypothèse est que ce revirement n'est pas si brutal qu'il y paraît. Se préparant à bas bruit depuis plusieurs années, il s'explique probablement par un nouvel état du monde.
Pour une bonne partie des classes dirigeantes qui a assisté avec effroi à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et de Boris Johnson, mais aussi au réveil des révoltes populaires un peu partout dans le monde, le modèle ne doit plus se chercher à l'ouest, mais à l'est. Ce tout nouveau continent mental, avec sa langue, ses normes et son imaginaire, ce sont les dirigeants chinois qui ont été les premiers à l'explorer. C'est donc eux qui ont tout à nous apprendre, tandis que les Américains et leurs cousins britanniques n'ont rien vu venir. En pandémie, c'est la Chine désormais qui domine. Non plus seulement économiquement, mais aussi moralement, culturellement et politiquement. Comme tout continent, la pandémie a une langue qui se décline en idiomes nationaux. Mais ceux-ci traduisent des dispositifs inventés par la Chine. Confinement, déconfinement et reconfinement, traçage, application et cas contact. C'est une esthétique nouvelle qui se dessine. Un monde cybersécurisé où chaque individu est suspect d'être malade, fiché, tracé, code barisé. Code vert, vous circulez, code rouge, vous êtes arrêté. Comment passe-t-on du vert au rouge ? C'est automatique. Si vous croisez des gens malades, une zone infestée, voire des idées douteuses, puissance balistique de la peur, de soi, de l'autre, de vivre, de mourir, à l'ère du big data, géré par un algorithme psychotique qui rêve d'une humanité productive et épouvantée. Ainsi s'impose par une série de glissements insensibles le nouvel imaginaire politique des clusters. Rassemblements, places publiques ou universités sont étiquetés a priori comme des foyers infectieux, tandis que les lycées, les transports et les supermarchés sont réputés sécurisés. Cette nouvelle langue s'est aisément hybridée avec d'autres mots qui, en Amérique et en Europe, lui préexistaient. Clusters, donc, mais aussi quarantaine, raccourci en quatorzaine puis en septaine, plan de continuité des activités, acceptabilité sociale et finalement couvre-feu. À ce lexique, hérité tantôt du Moyen-Âge, tantôt de la gestion des risques, s'est ajoutée une série d'idiomes inventés par la francophonie. La bulle de contact, une invention belge, mais aussi pour la France les attestations de déplacement dérogatoire, la nation et les vacances apprenantes, avec leur plage dynamique, et pour désigner les brebis égarées, supposées populistes, voire platistes, les anti-masques, descendants directs des célèbres anti-vaccins, les rassuristes et les covido-sceptiques. Écrasés par cette nouvelle langue, les mots qui s'opposaient jusque-là comme les piliers du monde, qui s'imposaient jusque-là comme les piliers du monde de la santé, n'ont plus cours. Le consentement éclairé du patient, hérité du Code de Nuremberg, le respect de l'autonomie et la construction d'une démocratie sanitaire, conquise de haute lutte grâce à la crise du VIH, apparaissent brutalement en pandémie, obsolètes et hors de propos. Les patients qui apprennent le diagnostic d'une maladie grave, ceux qui y meurent ou qui donnent la vie, doivent désormais mettre leurs préférences et leur autonomie en suspens, sans que l'on sache très bien quand va s'arrêter ce régime d'exception, puisque c'est le statut juridique de l'état d'urgence sanitaire. Et ce qui vaut pour les patients vaut aussi pour tous les autres, puisque comme habitants de ce nouveau continent, nous sommes tous potentiellement malades, et à ce titre, tous décrétés patients. Comment pourrions-nous nous permettre de discuter les consignes édictées par la doctrine sanitaire ? Pour paraphraser Kant, dans Qu'est-ce que les Lumières ? Comment pouvons-nous encore nous permettre d'oser savoir, sapere aude, c'est-à-dire de faire valoir face à toute règle l'autonomie de notre raison. Tandis que les Lumières vacillent, c'est la démocratie, plutôt que la destruction de l'environnement et de nos systèmes de santé, qui se retrouve sur le banc des accusés. En pandémie, le président de la Ligue contre le cancer peut déclarer tout à fait à l'aise un matin sur la radio publique
qu'elle est désormais le problème et non la solution. En contexte de pandémie, la démocratie est un inconvénient, surtout si elle s'avise de devenir contestataire. Et l'autre, invité de l'émission, journaliste du service public, peut abonder dans son sens. C'est l'extraordinaire pouvoir de la dictature chinoise qui s'en est, d'après elle, le mieux sorti. Curieuse appréciation de la situation. Le pays qui, depuis des années, a laissé se multiplier de nouveaux virus sur ses marchés humides, qui prétend régler les questions sanitaires en industrialisant les élevages agricoles, qui vient de laisser le dernier virus en date se propager dans le monde entier, qui a liquidé ses lanceurs d'alerte à Wuhan, qui a dissimulé à l'OMS des milliers de morts et qui, avec le modèle du confinement, a détruit économiquement la vie de millions d'individus, ainsi que leur santé physique et mentale, se voit ainsi sur France Culture, cité en exemple pour sa gestion de la crise et son sens de la santé publique, sans que personne sur le plateau ne s'en émeuve. Comment a-t-on pu en arriver là ? Comment, au pays des Lumières, un tel obscurantisme a-t-il pu prendre le pouvoir sur des esprits pourtant éduqués ? Ce que cette crise nous révèle, c'est que la vision providentielle qui était celle de Tocqueville dans De la démocratie en Amérique, et qui fut longtemps enseignée à l'ENA et dans les écoles de journalisme, est définitivement démentie. Non, la démocratie qu'il a cru voir éclore en Amérique, il y a 2 siècles, n'était pas appelée à se répandre partout dans le monde. Pour les anciens adorateurs de Tocqueville, c'est même finalement le contraire. Longtemps, ils ont bien sûr partagé les inquiétudes de leur maître, celle d'une tyrannie de la majorité, supposée accompagner la démocratie comme son ombre. Mais ils ont pensé, comme lui, qu'une démocratie domptée par les classes dirigeantes était la seule issue qu'on pouvait opposer au dangereux pouvoir de la masse, et qu'elle s'imposait à ce titre comme le sens de l'histoire. Ce récit tocquevillien qui a triomphé avec la chute du mur de Berlin n'est aujourd'hui plus le leur. 30 ans plus tard et en pandémie, la démocratie est désormais disqualifiée comme une survivance dangereuse à laquelle il faudrait se préparer à renoncer. Devant ce qu'ils appellent l'explosion inquiétante des contaminations, et qu'ils devraient plutôt appeler l'augmentation normale et prévisible des porteurs sains, puisqu'elle est inévitable dans toute société où circule un virus et où l'on continue à vivre, nous n'aurions absolument plus le temps de débattre ni de délibérer. Nous serions en guerre, et nous sommes d'ailleurs en état d'urgence. Il ne nous reste donc plus qu'à accepter, sans discuter, la suspension de toutes nos activités jugées trop risquées. Le droit de contester les décisions politiques et de s'interroger sur le bien-fondé d'une norme, le droit aussi d'aller et venir à la guise dans l'espace public, celui enfin de manifester son opinion dans la rue. Tous ces droits imprescriptibles sont devenus désormais des inconvénients à la limite de la légalité et qui se trouvent progressivement suspendus. Sauf si c'est pour soutenir une cause adoubée par le pouvoir. Alors que l'état d'urgence sanitaire vient d'être à nouveau décrété dans la plupart des grandes métropoles, le gouvernement n'hésitera pas dès le lendemain, suite à la décapitation d'un enseignement à Conflans-Sainte-Honorine, à appeler à d'immenses rassemblements. Empêchés de manifester au nom du virus contre les réformes en cours, les enseignants et tous les citoyens seront le même jour invités à manifester en masse contre le séparatisme islamiste et aux côtés des membres du gouvernement. À compter du 17 octobre, c'est le pouvoir exécutif qui désormais décidera des rassemblements dans la rue. Alors que sévit le couvre-feu, des millions de personnes seront appelées à s'amasser les unes contre les autres sur la place publique, soudainement exemptées des gestes barrières et de la sacro-sainte distanciation. Alors surgit un soupçon. Croient-ils vraiment eux-mêmes à l'infaillibilité de la doctrine qu'ils exposent sans relâche ex cathedra et sur les plateaux ? Si l'on peut s'amasser à 10 000 sur les places publiques, pourquoi n'a-t-on pas le droit de s'asseoir à plus de 6 dans les parcs ? Quel est le statut juridique de cette exception au régime d'exception ? Et comment l'émotion collective peut-elle si facilement balayer la cohérence de notre état de droit ? Le même jour, celui où l'on célèbre la liberté d'expression,
Une pétition lancée par des médecins demande à tous les rédacteurs de tribunes de tout simplement se taire, pour ne pas ajouter de la confusion dans l'esprit des Français. Dans cette période difficile, nous n'avons pas besoin de polémiques sur les mesures gouvernementales. Nous n'avons pas besoin de tribunes bien pensantes opposant indûment la liberté et la science et qui remettent en cause la plus élémentaire des valeurs humaines, se protéger et protéger les siens. Accusé quelques jours plus tard par le ministre de l'Éducation nationale d'un islamo-gauchisme, complice de l'attentat, puis attaqué par le Sénat qui tentera de nier leurs libertés académiques au nom des valeurs de la République, les chercheurs qui osent participer au débat public sont ici accusés d'aggraver le désastre sanitaire et dans tous les cas invités à se taire. Derrière ce conflit des facultés, singeant un affrontement factice entre la médecine, le droit et la philosophie, se cache en réalité une multiplicité de conflits qui traversent tous les champs académiques eux-mêmes, à commencer par celui des sciences de la vie et de la santé. Faut-il continuer à les dissimuler au public ? Notre pari est plutôt qu'il faut les exposer au grand jour, et que c'est là la seule voie qui puisse aider les citoyens à réfléchir de manière critique au rapport entre science et société. C'est aussi celui du Lancet, qui dans une langue claire et destinée à un large public, n'hésite pas à critiquer une partie de la science, « the science », écrit Richard Horton avec des guillemets, quand elle s'enferre dans ses certitudes et refuse de faire son autocritique. Ce monde de pandémie, où le pouvoir élimine la démocratie en soumettant la science à son propre agenda, est-ce là le monde d'après ? Nul ne le sait, et il ne s'agit pour l'instant que du monde rêvé par certains. Mais il est déjà largement réalisé par la Chine. Le monde d'après, c'est un monde désinfecté mais pollué. C'est le monde d'avant mais en pire, en plus hygiénique, en plus eugénique, exsangue. Une humanité saine, silencieuse, censurée d'émotions, centrée sur l'amnésie du leader, son dogme, ses insomnies de guerrier, élevée dans la haine de la dissonance et l'amour de la javel. Sauf que la suite de l'histoire n'appartient ni à la Chine, ni à ses admirateurs, et qu'elle n'appartient d'ailleurs à personne. Parce qu'il n'y a pas de fin de l'histoire déjà écrite. L'issue dépendra aussi de notre empressement à défendre ou à enterrer la démocratie. Non pas comme règne du repli défensif sur les droits individuels, mais comme un régime redéfini par l'intensification de la vie sociale, par la reconquête des espaces publics et par la participation de tous à la science et au savoir, en particulier dans le champ de l'avenir, de la vie et des vivants. La conviction qui nous anime en prenant aujourd'hui la parole, c'est que plutôt que de se taire par peur d'ajouter des polémiques à la confusion, le devoir des milieux universitaires et académiques est de rendre à nouveau possible la discussion scientifique et de la publier dans l'espace public, seule voie pour retisser un lien de confiance entre le savoir et les citoyens, lui-même indispensable à la survie de nos démocraties. La stratégie de l'omerta n'est pas la bonne. Notre conviction est au contraire que le sort de la démocratie dépendra très largement des forces de résistance du monde savant et de sa capacité à se faire entendre dans les débats politiques cruciaux qui vont devoir se mener dans les mois et les années qui viennent, autour de la santé et de l'avenir du vivant. Certes, tout est fait ces temps-ci pour nous en empêcher. Plongés dans ce continent mental de la pandémie, qui entrave la critique et qui tue le réveil des aspirations démocratiques, nos esprits sont comme occupés. Il nous reste néanmoins deux armes, la diffusion de l'éducation et le rappel du droit, celles qui furent justement les bras armés de notre République. Ici se dessine, dans les temps obscurs que nous traversons, une mission historique pour les enseignants, les soignants, les chercheurs, les juristes et plus généralement tous les fonctionnaires qui doivent leur protection et la stabilité de leur statut à cette même République, celle de ne pas réitérer l'étrange défaite des clercs et des savants, si bien décrite par Marc Bloch dans son témoignage sur la débâcle.
Conjurer une telle issue implique de briser la loi du silence qui s'est imposée dans nos milieux et dans les médias. Elle suppose aussi que nos métiers retrouvent une forme de résistance face au pouvoir, en dépit des attaques dont ils ont été constamment victimes à la faveur des réformes. Elle implique enfin qu'ils réinventent ici et maintenant, là où chacun se trouve, le sens de la grève, de la manifestation et de la mobilisation générale, en les libérant des limitations sectorielles et à courte vue dans lesquelles ils se sont trop souvent enfermés. Pour montrer qu'une telle issue est encore possible, nous proposons de reprendre le fil de notre histoire là où elle s'est arrêtée et de la raconter en 3 temps. Celui du confinement, 17 mars, 10 mai, puis du déconfinement, 11 mai, 31 août, et enfin du reconfinement avec son basculement dans la longue nuit sans Noël, 1er septembre, 28 novembre. À chaque fois, nous essaierons de montrer qu'au milieu de ce champ de ruines, il y avait, il y a toujours et il y aura, pour quelque temps encore, des alternatives et de formidables occasions de reconstruction.